Bonjour à tous, bienvenue dans Rétrospectra, l'émission qui fait la rétrospective des événements e-sport, geek et pop culture de la scène locale et internationale. Au programme ce mois-ci, Seb va vous présenter un petit dossier sur une nouvelle monnaie virtuelle, cela s'appelle les NFT, et il va essayer de vous expliquer ce que c'est. Ensuite, j'ai pondu une petite chronique sur le cinéma de Guillermo del Toro. Nous allons essayer de décortiquer son œuvre à travers une petite rétrospective de tous les films qu'il a fait. Pour clôturer cette émission, Fabien est allé faire un petit reportage sur Hall of Games. Vous voulez savoir ce que c'est Hall of Games et quelle est leur implication dans la scène suisse? Eh bien la réponse d'ici une petite dizaine de minutes. Tout de suite, je donne la parole du coup à mon collègue Seb sur les NFT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique où aujourd'hui je vais vous parler des NFT. Si vous ne connaissez rien aux NFT, ne vous inquiétez pas car je vais tout vous expliquer. L'acronyme NFT signifie Non-Fungible Token, qui en français veut dire jeton non fongible. On parle de quelque chose qui est fongible du moment où ce quelque chose peut être échangé contre un autre quelque chose du même type. Par exemple, un billet de 100 francs peut être échangé contre un autre billet de 100 francs sans qu'il n'y ait de conséquences de valeur, de quantité ou de qualité. Donc quand on parle de quelque chose de non fongible, on parle de quelque chose d'unique. Par exemple, la nuit étoilée de Van Gogh ne peut pas être échangée contre la nuit étoilée de Van Gogh. Bien sûr, il existe des reconstitutions, des copies, mais elle n'aura jamais la valeur de l'original. À l'heure actuelle, il existe plus de 8 catégories de NFT différentes. La première sont les artworks, où à l'intérieur englobe les dessins numériques, des œuvres 3D ou encore tout ce qui est du côté artistique. Dans les premiers projets NFT qui ont vu le jour, il y a les CryptoPunks. Les CryptoPunks sont des petits personnages, des portraits pixelisés qui ont des caractéristiques plus loufoques les unes que les autres. À la base, ils ont été mis à disposition gratuitement avec comme seule condition de payer les frais de transaction. Aujourd'hui, les CryptoPunks les moins chers sont vendus à plus de 240 000 $ et le CryptoPunk qui a la palme d'or du CryptoPunk a été vendu à plus de 11 millions $. Ces CryptoPunks font partie de la deuxième catégorie qui sont les NFT à collectionner. Dans ce troisième groupe, on va parler des métaverses. Les métaverses sont des objets, des terrains, des passerelles qu'on peut acheter directement sous forme de NFT. Ils sont utilisables dans des jeux vidéo, dans des réalités virtuelles. Enfin, c'est un monde en plein essor et qui n'a pas fini de nous surprendre. Dans ce quatrième groupe, on va parler des noms de domaine. Jusqu'à aujourd'hui, le .fr, .com, .org appartiennent directement à des pays, des entreprises ou encore des organisations. Mais maintenant, vous allez pouvoir acheter sous forme de NFT un nom de domaine qui appartiendra directement à vous. Dans la cinquième catégorie, on va parler de la musique. Même le monde de la musique va être touché par les NFT. Récemment, Booba, par exemple, a vendu un clip et une musique sous forme de NFT où les personnes qui faisaient l'acquisition de ce NFT pouvaient être le propriétaire de ce clip et de cette musique. La prochaine catégorie, on va parler des NFT utilitaires. Là, vraiment, on utilise la sécurité de la blockchain pour pouvoir, par exemple, vérifier des identités ou encore acheter des billets de concert. Là aussi, une technologie qui est en plein essor. Maintenant, pour la prochaine catégorie, on va parler d'une catégorie assez loufoque où on peut acheter des tweets, des posts Facebook ou encore des mèmes. Bien sûr, chacun son truc. Personnellement, je ne vais pas m'amuser à mettre mon argent pour acheter des tweets. Pour cette dernière catégorie, on va parler des jeux vidéo. Par exemple, le jeu Axie Infinity où il faut posséder au moins 3 Axies sous forme de NFT pour pouvoir entrer sur la plateforme. Ou encore le jeu Flight Infinity, oui bien sûr il y a beaucoup de recherches dans les noms à ce qu'on voit, où là il faut acheter des vaisseaux spatiaux pour pouvoir jouer au jeu et vous allez pouvoir les collectionner. Ou encore le jeu Galaxy Fight Club, où pareil, plus de 10 000 personnages sont disponibles et qui pourront être utilisés à la sortie du jeu. Je vous avoue, il était difficile en 5 minutes de vous expliquer vraiment en profondeur ce qu'est un NFT. J'espère que j'ai été plutôt clair et que vous l'avez compris. Je vous remercie et c'était Sébastien Boucher sur Rétrospectra. Merci beaucoup. Nous
allons à présent prendre 5 petites minutes pour vous parler d'un réalisateur qui est proche à mon cœur. Il s'agit de Guillermo del Toro et Retrospectra va faire une rétrospective de son cinéma. Nous allons vous parler de son œuvre et un petit peu de sa vie. Nous allons utiliser aussi ses propres mots pour qualifier ce qui est, en mon sens, un des derniers vrais représentants du cinéma de genre. Son histoire d'amour avec le cinéma commence très jeune. À 8 ans déjà, Guillermo va piquer la caméra de son papa pour mettre en scène un court-métrage où il va utiliser des figurines issues du film La planète des singes comme protagoniste. Son amour immodéré des monstres peut aussi s'expliquer par son passé. En effet, Guillermo se lance dans le cinéma en tant que maquilleur puis en tant que spécialiste des effets spéciaux. Cela lui plaît beaucoup à tel point que, en début 1980, il va créer sa propre entreprise qu'il appellera Necropia, une entreprise spécialisée dans la création et la modélisation de monstres en 3D et d'effets spéciaux en tout genre. Puis, en 1985, il va se lancer dans le cinéma pur et dur en tant que réalisateur. Il va créer un petit court-métrage. Ensuite, une année plus tard, en 1986, il va cofonder le Festival international du film de Guadalajara. Et c'est en 1993 qu'il va se lancer dans son premier long métrage. Il s'agit de Chronos. C'est un film d'horreur ayant comme acteur le fameux, l'exceptionnel si je puis dire, Ron Perlman. Ce film remportera de nombreux prix, notamment au Festival de Cannes en 1993. Car oui, l'homme est talentueux. En 2 décennies de réalisation, ces films ont remporté des dizaines de prix, dont plusieurs Oscars pour ce qui est personnellement mon film préféré, Le Labyrinthe de Pan. Il enchaîne ensuite en 1997 avec Mimic. Et c'est vraiment dans ce film qu'il comprend l'importance du son et du visuel dans l'art narratif. Car en effet, au cinéma, on n'explique pas, on montre. Dans l'esprit de Guillermo del Toro, la forme et le style sont des éléments essentiels à la narration. Pour moi, dit-il, visuel, c'est narratif. Le film est analysé de manière incorrecte la plupart du temps, en tant que contenu, en tant que style. Mais ce ne sont pas des entités distinctes. Couleur, lumière, conception, texture, tout cela est élément narratif. En 2021, il sortira le film L'échine du diable, qui est, selon ses propres mots, son premier vrai film. Malgré ses 2 premiers jets, c'est la première fois, on va dire, qu'il a une totale liberté d'action. En 2002 sort le film Blade 2. Il entame alors sa petite période sur les films d'action. Vous allez voir que Guillermo del Toro est un véritable paradoxe. Il ne fait pas tout comme tout le monde. Ici, il va choisir d'en faire une tragédie super-héroïque. Pas juste un bête film de super-héros. Ça va beaucoup contraster avec la mode des films donc très propres de cette époque, comme les Superman, etc. En 2004 sortira alors Hellboy, et là encore un film de super-héros, mais là encore il va mixer les genres. Enchaîner 2 films à thématique identique ne l'intéressait pas du tout. Il va alors en faire comme une comédie. Le ton très léger de ce film va surprendre, mais c'est l'effet recherché. Et voilà, début 2006 sort son chef-d'œuvre, Le Labyrinthe de Pan. C'est une fusion de tout ce qu'il a appris. Ce film donne du sens à ses expériences passées. L'exubérance de sa création n'aurait pas pu être sans tout cela. Il fallait de la densité émotionnelle que l'on trouve dans L'échine du diable, l'action que l'on trouve dans Blade, dans tous les mouvements de caméra, et bien entendu son expérience en tant que créateur d'effets spéciaux. Cela est son film le plus personnel. Le timing était parfait. Le film se connecte à son audience comme il se connectait au film qu'il aimait en tant que cinéphile, et cela est ses propres dires. C'est personnellement avec ce film que j'ai découvert son cinéma et il m'a marqué à jamais. En 2008, il va sortir Hellboy 2, Les Légions d'Or Maudites. Mais comme toujours, il veut changer de style. Il ne veut pas refaire une copie de Hellboy 1 ou de Blade, c'est un film d'action et de super-héros, mais cette fois il veut mettre en avant le côté magique. On peut le reconnaître notamment dans les apparitions des créatures folles du marché. La nature de Dieu, le prince perdu, la relation à l'invisible. Il veut faire ressortir un côté très mystique, voire parfois religieux. En 2013 sort Pacific Rim. C'est une super production bien made in Hollywood. Ici, il se concentre sur la beauté et profite des moyens qui lui ont été donnés pour donner un côté impressionnant, voire gigantesque à ses créatures et à ses paysages souvent dévastés.
En 2015 va sortir Crimson Peak. C'est une anti-romance. L'histoire d'amour n'a pas d'intérêt au moment où les humains se rencontrent, mais quand l'imperfection prend place. C'est facile d'aimer la perfection, mais pas la monstruosité. Ici, il a voulu montrer son amour de la monstruosité en mettant en scène la monstruosité de l'amour. 2017 arrive son chef-d'œuvre ultime, La forme de l'eau. Il continue d'exploiter le thème de l'anti-romance. Il veut montrer la finalité des choses. Je vais le citer. Quand il parle de La forme de l'eau, il dit « C'est toujours excitant de lancer un film. Mais ici, le but de ce film est un peu le but de la vie. Je voulais avant tout trouver une fin puissante, créer une montée émotionnelle efficace. » En 2021, il réalise alors Nightmare Alley. Le film est très lié à Backbone of Evil dans la façon dont il a voulu tout contrôler. Cette fois, il a voulu explorer la solitude, la peur et les actions reprochables qui y mènent, la lente brûlure qui amène au feu nourri. Pour lui, c'est le film de la maturité. Il échange l'exubérance de la jeunesse avec la précision de l'âge. En 2022 va sortir son nouveau film Les aventures de Pinocchio, aventures qui sont bien entendu tirées du roman italien sorti en 1881. Alors, en finalité, qu'est-ce que le cinéma de Guillermo del Toro? Selon moi, c'est un cinéma paradoxal. Il va vous mettre face à face avec vos incertitudes, il va pouvoir se remettre en question, il va pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir y voir de la forme et du contenu, de la force et de la faiblesse, de la brutalité et beaucoup de sensibilité. Je vous le conseille à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de prévention numérique, accompagné d'Amélie et Martin de l'association All of Game. Alors All of Game, c'est une association à but non lucratif qui vise à former les nouvelles générations aux bonnes pratiques numériques. Donc numérique, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Et également donner conseil aux parents qui ont besoin sur l'encadrement des écrans à la maison. Nous avons d'ailleurs passé un petit questionnaire dans les âges de 11 à 15 ans qui nous permettent un petit peu d'avoir une idée générale de la situation régionale. Est-ce que vous avez été surpris par le résultat de ce questionnaire? Non, mais c'est vrai que dans le questionnaire, on voit que les élèves indiquent un temps d'écran de 4 et 5 heures par jour, le week-end et un petit peu moins pendant la semaine. Nous, c'est ce qu'on constate aussi quand on va dans les classes et qu'on leur pose la question. Donc par rapport à ça, en tout cas, on n'était pas surpris. Pas surpris non plus par rapport aux applications préférées, comme l'a dit Martin avant, TikTok, les jeux préférés, Fortnite ou la Switch. Exactement. Ce qu'on peut peut-être confirmer, c'est disons par temps d'écran, c'est tous les écrans. C'est pas uniquement le smartphone, c'est télé, smartphone, ordinateur, console de jeu et TBI, donc le tableau interactif dans les écoles aussi, qu'on oublie souvent, qui va compter dans du temps d'écran. D'accord. Et puis est-ce qu'on peut parler, donc on parlait de jeux vidéo, de réseaux sociaux, est-ce qu'on peut parler peut-être d'abord des réseaux sociaux qui touchent beaucoup les jeunes, surtout au niveau du cycle d'orientation? Qu'est-ce que vous en pensez de la consommation d'écran des jeunes valaisans par rapport à ça? Alors on ne va pas juger nous la consommation proprement parler parce qu'elle sera différente entre chaque élève. On a vu des grosses différences entre les règles que donnent les parents sur le temps d'écran et sur les pratiques. Par contre, on peut plus facilement donner des règles sur les encadrements, sur comment les bonnes pratiques vis-à-vis des réseaux sociaux. Notamment la première pour tous les jeunes, ce serait d'avoir des comptes en privé. Donc ne pas avoir n'importe qui puisse accéder à leur réseau, ne pas mettre de photos et ne pas mettre leur nom, prénom dans le nom de leur compte. Ça serait déjà la base. C'est ça. Et puis rappeler peut-être aussi que tout réseau social donc, a un âge minimum de 13 ans pour se créer une page personnelle ou un compte. Donc avant, c'est pas permis. Par contre, sur certains réseaux sociaux comme YouTube, on peut accéder à du contenu sans avoir de page personnelle. Donc là aussi, c'est important de bien quand même contrôler le contenu que les plus jeunes enfants peuvent visionner sur YouTube, par exemple. Et en parlant de contenu, très souvent, on a remarqué que les parents ou enseignants encadrants vont avoir des règles fixées auprès des enfants sur combien de temps il faut utiliser chaque écran, mais pas forcément sur le contenu. Et on sait aujourd'hui que via les réseaux sociaux, via YouTube, les jeunes vont être confrontés à du contenu qui n'est pas approprié. Et souvent, on oublie cette partie de contenu
en disant regarde ta vidéo YouTube, et puis finalement à côté il y a les recommandations et on se retrouve avec des vidéos d'autres choses, et là on peut vraisemblablement, très certainement ça arrivera à tomber sur du contenu choquant ou pas adapté. Même sur YouTube, faut pas penser, pour les parents, faut pas penser que YouTube, il n'y aura pas de contenu qui est pas adapté aux enfants, vraiment pas. Et rien que par rapport aux publicités aussi, où là on peut pas avoir le contrôle de ce qui va arriver comme pub. D'accord. Et puis si on parle de la partie plus, je dirais, voilà, vous parlez de prévention surtout, est-ce qu'on a une prévention aussi au niveau du jeu vidéo, peut-être quelques conseils aussi à donner par rapport à ça? De manière générale, les conseils qu'on va donner pour les enfants, en tout cas dès la 7-8 âge, ce serait de faire passer des interactions avec des humains avant des interactions avec des écrans, de prévenir les parents et amener le dialogue s'il y a quelque chose qui les choque, de commencer par faire les devoirs avant d'utiliser les écrans aussi. Et puis que ça doit rester un plaisir. Très souvent, on ne se rend même pas compte à quel point les écrans vont nous fournir des émotions, mais si on est en train de jouer à un jeu vidéo et qu'on va lancer sa manette, c'est plus un plaisir, donc c'est le moment de faire une pause. D'accord, merci pour votre réponse. En parcourant votre site internet, j'ai vu pas mal de documentation, notamment sur les cycles PEGI, sur des ouvrages. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu à nos téléspectateurs? Alors oui, PEGI, c'est une réglementation européenne sur laquelle la Suisse est soumise, qui dit que tous les jeux vidéo en Suisse doivent avoir un âge indiqué et du coup et des informations sur le contenu qu'il peut y avoir. Dès qu'on achète le jeu dans un magasin ou dès qu'on le télécharge sur une console ou sur un smartphone, ces logos vont être présents. Les âges PEGI ne sont pas une loi, donc on ne viole pas la loi si un enfant joue à un jeu qui n'est pas de son âge, mais c'est des recommandations aussi importantes parce qu'elles sont là pour les protéger, surtout vis-à-vis du contenu. Certains jeux 18 ans ou 16 ans, voire même des fois 12 ans, vont avoir du contenu violent, ou pour les jeux plus adultes, il y aura du contenu à caractère sexuel, du contenu parfois même à caractère raciste, c'est possible, c'est très rare mais c'est possible. Et ces logos-là, qu'on peut d'ailleurs retrouver soit sur le site pegi.info, soit directement sur le site de Love Games, sont tous indiqués et sont une très bonne entrée en matière pour les parents pour savoir si un jeu est adapté à leurs enfants ou pas. Et puisqu'on peut aussi se baser sur les recommandations d'une psychologue, Sabine Duflo, qui a créé la règle des 4 pas pour encadrer tout ce qui est écran. Donc pas pendant le repas, pas le matin, pas avant de se coucher et pas dans la chambre de l'enfant. Donc en respectant déjà ces 4 règles, on a un encadrement global qui peut être intéressant. Et de même, on se base aussi sur les conseils de Serge Tisserand, un autre psychologue qui recommande les différentes manières d'utiliser les écrans en fonction de l'âge de l'enfant jusqu'à 12 ans. Un point commun à toutes ces règles, avant tout, ce qui est au centre, ça reste la communication et le dialogue entre les parents et les enfants. Ce serait idéal qu'en rentrant de l'école, ils vont raconter à la table ce qu'ils ont fait à l'école, qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont fait sur les écrans, ce qu'ils ont vu, qu'il y ait un réel échange avec les parents. Et là, on pourra vraiment minimiser les risques que l'enfant puisse se retrouver parfois peut-être isolé ou seul face à du contenu inadapté et ne pas savoir comment réagir. Et cette question du dialogue est vraiment primordiale parce que beaucoup d'enfants ont peur de confier à leurs parents ce qu'ils ont pu voir sur les réseaux sociaux ou dans les jeux, de peur qu'ils se fassent réprimander parce qu'ils auraient eux-mêmes commis une erreur dans l'utilisation de l'outil, alors que bien souvent le contenu arrive sans qu'ils aient fait quoi que ce soit et ils sont confrontés à ce contenu-là en fait. Il y a quelques années, on expliquait aux parents qu'est-ce qu'il faut faire si un jeune est contacté par quelqu'un qui ne connaît pas sur les réseaux. Aujourd'hui on ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire si, mais quand. Parce qu'on sait que ça arrivera, on sait qu'on est à peu près entre environ 70% des jeunes qui avant leurs 18 ans vont avoir un message de personnes qu'ils ne connaissent pas qui va leur faire une proposition sexuelle. Et on le voit, nous, dans les cycles d'orientation, très souvent les jeunes ont déjà reçu ce genre de sollicitation, soit très explicitement, soit juste avec un lien vers un faux compte, etc. Mais ces éléments-là, il faudrait que ça soit aussi connu des parents, de se dire ça arrivera. Qu'est-ce que je peux mettre en place aussi pour que mon enfant sache comment réagir lui? Parce que la répression en disant on bloque tout, effectivement il sera peut-être pas en contact par là, mais il cherchera des moyens détournés d'y arriver. Mais si le dialogue est bien en place, puis l'enfant peut venir vous dire j'ai vu ça, on m'a contacté, qu'est-ce que je fais? J'ai bloqué, j'ai signalé le compte, j'ai tout fait juste, t'es au courant, ne t'inquiète pas, ce serait idéal. Souvent des parents viennent nous voir et sont inquiets de faire assez, d'encadrer correctement les écrans auprès des enfants. Alors qu'en fait... Il n'y a pas de règle toute faite.
Chaque famille est différente, chaque enfant est différent et le parent est le garant finalement de l'équilibre entre les différentes activités proposées à son enfant, entre le sport, les activités créatrices, les temps de sommeil, etc. Et le plus important, c'est avant tout de garder le dialogue. Eh bien, Rétrospectra, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder notre émission. Dans tous les cas, sachez que nous, on prend toujours autant de plaisir à la produire. Je tiens à remercier tout particulièrement All of Games pour leur participation à ce petit reportage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à laisser un petit like si vous regardez l'émission depuis YouTube. Je vous fais à tous d'énormes bisous et espère tous vous revoir le mois prochain pour une nouvelle édition de Rétrospectra.